L'histoire fait de certaines dates des noms propres. Nul besoin de préciser aujourd'hui. Le 11 septembre nomme un événement, et un seul. L'attaque terroriste contre les États-Unis. C'était le 11 septembre 2001. Mais 28 ans auparavant, il y eut un autre 11 septembre. Comme en 2001, on vit des avions surgir dans le ciel d'une grande ville. Comme en 2001, on vit un bâtiment bombardé et incendié. Le 11 septembre 1973, le palais présidentiel de la Moneda, à Santiago du Chili, était pris d'assaut par l'armée chilienne, à la tête de laquelle se trouvait un certain Augusto Pinochet. Ce qui fait date, le 11 septembre, ce n'est pas seulement la prise de pouvoir de Pinochet, de sa junte militaire, et la répression terrible, féroce, du terrorisme d'État qui en suivit, c'est l'émotion mondiale. C'est, au fond, cet événement global que constitue un coup d'État en direct, un coup d'État filmé, un coup d'État photographié, un coup d'État entendu à la radio. La Junta fascista asegura que en Chile las muertes y detenciones son mínimas. Para tratar de engañar a la L'émigration est surveillée et une nouvelle constitution va être mise à l'étude. Comment ce pays du bout du monde, étroite bande de terre coincée entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, a-t-il pu devenir l'épicentre d'une émotion politique globale? Pour le comprendre, il convient de l'inscrire dans une histoire plus vaste, celle de la guerre froide, dont le 11 septembre 1973 constitue l'un des événements paroxystiques. 3 ans auparavant, le 4 septembre 1970, les Chiliens avaient élu le socialiste Salvador Allende à la présidence de la République. Le Chili a voté calmement pour avoir un État marxiste-léniniste, constatait l'ambassadeur des États-Unis, qui ajoutait « c'est la première nation du monde à faire ce choix librement et en connaissance de cause ». Les États-Unis ont été contraints de déclassifier des archives, les archives du FBI, les archives de la CIA, les archives du département d'État, qui précisent l'implication des États-Unis dans les affaires chiliennes. Et on apprend quoi? Eh bien, on apprend que d'emblée, les Américains ont envisagé une solution armée à ce qu'ils considéraient comme un problème. Le problème du Chili, vu des États-Unis, c'est au fond l'espoir que fait naître Salvador Allende d'une accession démocratique au socialisme. Et c'est cela, effectivement, qui rend, au fond, l'histoire du 11 septembre plus grande que le Chili. Le coup d'État militaire de Santiago du Chili appartient donc à une série, celle des putschs soutenus par les États-Unis en Amérique du Sud. 1964 au Brésil, 1966 et 1976 en Argentine, 1972 en Bolivie, 1973 en Uruguay. Et pourtant, le Chili ressemble mal aux images convenues d'un continent révolutionnaire secoué par les guérillas et les coups de menton des caudillos. Depuis le 19e siècle, ce pays de 10 millions d'habitants, riche de ses exportations de cuivre, se caractérise par sa stabilité institutionnelle. L'armée, aussi bien que les partis de gauche, y respectent les formes et les institutions démocratiques. Salvador Allende incarne cette tradition politique. Lorsqu'il se présente aux élections de 1970, c'est déjà un vieux routier du suffrage universel. Il a fondé le Parti socialiste chilien en 1933. Il a été ministre d'un gouvernement de Front populaire. Il a déjà été battu 3 fois aux élections présidentielles. En 1964, c'est un démocrate chrétien, Eduardo Frei, qui devient président du Chili. Eduardo Frei est un
Personnage intéressant parce que c'est un réformiste démocrate chrétien qui avait obtenu le soutien de la droite effrayée par le danger communiste. Donc c'est un moment, les années 60, où le Chili a déjà engagé une politique sociale très ambitieuse et notamment une politique de réforme agraire. C'est vrai que Salvador Allende veut aller beaucoup plus loin, mais c'est dans la continuité de cette politique démocrate chrétienne d'Eduardo Frei. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende remporte les élections présidentielles avec 36% des voix. Il a réussi à fédérer la plupart des partis de gauche sous une même bannière, celle de l'unité populaire. Le cinéaste chilien Patricio Guzmán est l'un de ceux qui documentent ce moment où tout semble possible. En 6 mois, 6 millions d'hectares appartenant aux grands propriétaires terriens sont redistribués à 100 000 familles paysannes. C'est plus que ce qu'a fait le précédent gouvernement en 6 ans. En même temps, un ambitieux programme de nationalisation est mis en place, touchant le secteur textile et bancaire, puis la chimie et la sidérurgie. Il y a un grand mouvement de politisation des classes populaires, il y a une effervescence politique. L'expérimentation de Salvador Allende, c'est aussi une grande émotion, des grèves, des mouvements culturels, politiques, sociaux, mais c'est aussi d'emblée une opposition tenace, opiniâtre, obstinée de la bourgeoisie et des classes moyennes chiliennes qui, d'une certaine manière, n'ont jamais pardonné à Salvador Allende d'avoir à ce point exacerbé la réforme agraire. En juillet 1971, les mines de cuivre exploitées par des compagnies américaines sont nationalisées à leur tour. Le gouvernement américain répond par un boycott commercial contre le Chili. En décembre de la même année, le long voyage de Fidel Castro au Chili scelle d'une certaine manière le destin d'Allende. Il a pourtant pris grand soin d'exprimer ses divergences avec la révolution cubaine, mais rien n'y fait. La confusion entre unité populaire et socialisme cubain s'opère aux yeux du gouvernement de Richard Nixon, qui redoute l'instauration d'un autre régime castriste en Amérique du Sud. Financés par la CIA, la droite et l'extrême droite multiplient alors les obstructions et les provocations, rendant progressivement le Chili ingouvernable. Tandis qu'en octobre 1972, la grève des camionneurs achève de paralyser le pays. Les cinéastes qui enregistrent ces années, ils documentent aussi cet air qui devient plus lourd, cette menace qui est presque palpable, et surtout cette idée qui commence à s'insinuer dans les esprits que, au fond, la chute est inéluctable, que Allende ne va pas terminer son mandat, que les militaires vont l'en empêcher. Le 26 juin 1973 a lieu une première tentative de putsch. 6 chars et 16 véhicules blindés prennent d'assaut le ministère de la Défense et le palais présidentiel. Seule l'intervention du général Prats, commandant en chef des forces armées, permet de faire échouer ce coup de force. Mais Prats, qui représente le légalisme traditionnel des armées chiliennes, est devenu minoritaire parmi les cadres de l'armée. Il est acculé à la démission. Salvador Allende choisit alors pour le remplacer, comme commandant en chef des armées,
un homme sans grand relief, mais qui lui inspire confiance, parce qu'il est franc-maçon comme lui, parce qu'il est originaire de Valparaiso comme lui. Son nom, Augusto Pinochet. Nous sommes le 26 août 1973. Le film des événements du 11 septembre commence à Valparaiso. Cette grande cité ouvrière est le principal port militaire du Chili. À l'aube, la flotte se met en mouvement et prend le contrôle de la ville avec l'appui de frégates américaines en contact permanent avec le Pentagone. À 6h30, Allende est prévenu qu'une nouvelle tentative de putsch est en cours à Valparaiso. Il est alors à sa résidence rue Tomás Moro, dans la banlieue de Santiago. Une demi-heure plus tard, Gustavo Ley, commandant en chef de l'armée de l'air, engage les opérations aériennes, tandis que le vice-amiral Patricio Carvajal coordonne les opérations au ministère de la Défense, à 2 pas de la Moneda. Il est 7h20 lorsque Allende quitte la rue Tomás Moro avec 12 hommes de sa garde rapprochée pour se rendre au palais présidentiel. Pendant plusieurs heures, Allende va croire que ce coup d'État ne concerne qu'une partie des forces navales à Valparaiso. C'est le premier enjeu essentiel du déroulement du coup d'État. Le deuxième, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal aussi à comprendre que cet homme qu'il vient de nommer comme commandant en chef des forces chiliennes, Augusto Pinochet, est l'âme du coup d'État. Parce qu'il l'appelle. À plusieurs reprises, il tente d'appeler Pinochet pour savoir ce qui se passe et Pinochet ne lui répond pas. Parce qu'à ce moment-là, Pinochet a commencé avec d'autres ce que les forces armées appellent le plan silence. À 7h30, Pinochet arrive au commandement des télécommunications, d'où il peut bloquer le signal de quelques stations de radio. Puis, ce sont les avions de chasse qui entrent en action contre les radios favorables au gouvernement. À 7h55, Allende adresse un premier message au peuple chilien. Il parle alors d'une tentative de putsch menée par un secteur de la marine à Valparaiso et assure que tout est sous contrôle dans la capitale. En fait, les blindés sont déjà en train de faire mouvement vers la Moneda. À 8h42, les radios d'opposition diffusent un communiqué des militaires lui enjoignant de se rendre. À 9h, Radio Corporación, la station du Parti socialiste, est neutralisée. Salvador Allende ne contrôle plus que Radio Magallanes, celle du Parti communiste. À 10h15, tandis que l'assaut du palais présidentiel a déjà commencé, il prononce son dernier discours. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Ce grand discours, dont on sait aujourd'hui qu'il est complètement improvisé, c'est aussi un testament politique. Le peuple doit résister, mais ne doit pas se sacrifier. Lui se sacrifie, mais le peuple ne doit pas se sacrifier. Ça veut dire que Salvador Allende, jusqu'au bout, est fidèle à son idée, à sa grande idée, c'est-à-dire que la violence politique n'est pas accoucheuse de l'histoire. À 14h38, Carvajal informe Pinochet de la mort d'Allende. Le palais de la Moneda est en ruine, le couvre-feu est établi. À 18h, les commandants en chef des 4 branches des forces armées se réunissent pour annoncer la formation d'une junte. Le coup d'État a réussi. Dès le lendemain, des milliers de détenus sont massés sur les gradins et surtout dans les vestiaires et les sous-sols du Stade national. C'est le début d'une vaste campagne de répression qui va arrêter, torturer, exécuter des milliers d'opposants et pousser à l'exil plusieurs centaines de milliers de Chiliens. Oui, le coup d'État a réussi. Sur le moment, stratégiquement, incontestablement, le coup d'État a réussi.
Mais il a si bien réussi qu'il a été filmé, qu'il a été photographié, que les images et les sons ont fait le tour du monde, que c'est devenu un événement télévisuel. Les militaires ne s'y sont pas opposés. Et de fait, ils ont laissé se diffuser dans le monde des images et des sons qui vont finir par produire une émotion, une indignation, un élan de solidarité qui fera de la dictature chilienne qui naît ce jour-là, 11 septembre 1973, l'un des régimes les plus honnis du monde. Sur les affiches, les banderoles, les t-shirts, les caricatures se multiplient. La plupart procèdent d'un cliché unique, celui du néerlandais Chas Gerritsen, qui photographie Pinochet le 19 septembre à la sortie d'une messe. C'est un portrait posé. Le photographe racontera plus tard lui avoir demandé d'ôter ses lunettes, à quoi le dictateur aurait répondu l'air mauvais « Yo soy Pinochet, je suis Pinochet ». Augusto Pinochet va incarner, j'allais dire une fois pour toutes, quelque chose comme le mal en politique, quelque chose comme la figure hideuse de la trahison, de la brutalité, de la bêtise. À l'inverse, une photographie dramatique va devenir emblématique. C'est l'une des dernières montrant le président Allende vivant. On le voit sortir de la Moneda, à gare, l'arme à la main. Et cette image d'un Allende combattant de la liberté éveille les souvenirs de la résistance contre le fascisme. L'imaginaire du 11 septembre 1973 se cristallise autour de ces deux photographies puissantes et violemment antagonistes. Deux icônes s'affrontent, celle admirée du martyr de la démocratie et celle honnie de son bourreau. Mais au-delà de cette opposition binaire, la gauche chilienne elle-même est traversée par des divisions profondes. Pour nous en parler, Eugenia Palieraki, historienne des gauches sud-américaines. On a cette représentation d'une gauche unie, renversée par un petit groupe de militaires soutenus par les États-Unis. Or, la réalité est là aussi beaucoup plus complexe. La gauche chilienne, surtout à partir de l'année 72, se trouve divisée entre deux tendances. Il y a d'une part une tendance modérée, représentée par Allende lui-même et par le Parti communiste, qui croit en une transition au socialisme qui passe par les institutions existantes. Or, ce projet rentre en crise justement à partir de la fin de l'année 71. Au Congrès, la droite et la démocratie chrétienne, qui sont majoritaires, bloquent systématiquement le vote de loi. Et il y a en parallèle une crise économique de plus en plus profonde. Donc cette impasse économique et institutionnelle explique pourquoi d'autres secteurs de l'unité populaire, et aussi la gauche extra-parlementaire, à partir de 1972, croient de moins en moins en la voie démocratique et pacifique vers le socialisme et de plus en plus en la nécessité d'armer le peuple pour faire face à un éventuel coup d'État. Ce à quoi Allende résiste fermement parce que, étant d'une génération qui a justement grandi durant la guerre d'Espagne, il veut à tout prix éviter que se reproduise au Chili un scénario à l'espagnol. Un pays qui s'engouffre dans une guerre civile dont la gauche finit par sortir vaincue et qui a comme résultat l'instauration d'une longue dictature dont le pays ne parvient pas à sortir. On est à un moment, en 1973, où beaucoup de mouvements d'extrême gauche sont en train de renoncer à la lutte armée. C'est vrai en France, c'est pas vrai en Italie et en Allemagne. Et donc, la question de la violence politique, c'est une question qui est lancinante. Est-ce que le socialisme est compatible avec la démocratie? Est-ce qu'il y a une voie démocratique vers le socialisme? Pour Salvador Allende, c'était évident, puisque, au fond, il considère le socialisme comme l'aboutissement de la démocratie. Je le dis. La construction d'un socialisme qui fasse l'économie de la violence politique est le grand rêve de la gauche européenne.
Dès novembre 71, 5 mois après le congrès d'Épinay qu'il a porté à la tête du Parti socialiste français, François Mitterrand a fait le voyage de Santiago en même temps qu'une délégation du Parti communiste. Et précisément pour cette raison, la réaction des gouvernements conservateurs va être pour le moins ambiguë. Nous n'approuvons nulle part la violence, mais nous ne cherchons pas non plus à imposer notre régime démocratique à d'autres. L'expérience tentée par le président Allende, s'il n'y avait pas eu de putsch, allait probablement, et j'ose dire certainement, à l'échec. L'extrême gauche aussi juge Allende sévèrement. Elle lui reproche son choix naïf de respecter les institutions démocratiques. Un processus révolutionnaire ne peut pas seulement être jugé par son résultat. L'unité populaire, elle a été une expérience extrêmement riche et profonde qui a changé, modifié radicalement les subjectivités des personnes qui l'ont vécue. Les Chiliens qui ont soutenu l'unité populaire se sont sentis, entre 70 et 73, des sujets de l'histoire, des moteurs du changement politique et social. Ils se sont sentis acteurs de l'histoire. Et ces dimensions-là de l'unité populaire, nous devons la retenir et nous ne devons pas la faire disparaître au nom de l'issue tragique des années 70-73. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 4 avril 1973, sont inaugurées à New York les tours jumelles du World Trade Center, symbole de la financiarisation de l'économie mondiale. Au Vietnam, les accords de Paris amorcent le retrait américain, qui aboutira 2 ans plus tard à la chute de Saïgon, tandis que commence le scandale du Watergate qui mettra fin à la présidence de Richard Nixon. Le 6 octobre, les armées égyptiennes et syriennes lancent une offensive simultanée contre Israël, déclenchant la guerre du Kippour, dont l'une des conséquences pour le monde sera de provoquer une augmentation de 70% du prix du pétrole brut. C'est le début du choc pétrolier qui débouchera sur une crise majeure du capitalisme. 1973, année politique, s'achève par une dernière désillusion. En décembre, paraît l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, qui dénonce l'aveuglement de l'Occident face au système soviétique et à ce qu'il appelle la renaissance brutale et à visage découvert de la barbarie. Santiago du Chili, 11 septembre 1973, 11h52, commence le bombardement de la Moneda. Les avions qui strient le ciel de Santiago, les bombardements, les flammes, ces images, le monde entier les a vues, revues. C'est intéressant de savoir qui les a filmées. Elle vient d'où cette image qui a tant ému le monde? Celui qui a saisi la scène, caché dans l'appartement d'un ami, s'appelle Pedro Chaskel. Il travaillait alors avec Patricio Guzmán à un film consacré à l'unité populaire. Un film qui s'intitulera finalement « La bataille du Chili ». Plus tard, dans la journée, il ne lui reste plus à filmer qu'un écran de télévision. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Et le film s'arrête, mais l'histoire continue. Et le cinéma de Guzmán continue sur d'autres bases de cinéma du réel. Il devient un cinéma des mystères. Il filme les empreintes, il filme les traces, il filme les apparitions. Il filme la difficulté, au fond, qu'on a à clore cette histoire. Comment on arrête? L'action de nostalgie de la lumière, en 2010, prend place dans le désert d'Atacama, où des astronomes scrutent le ciel en même temps que des archéologues creusent le sol, les uns comme les autres, en quête des origines. Et pourtant, c'est encore l'histoire contemporaine du Chili qui refait surface, car
Dans le désert d'Atacama, des femmes creusent aussi le sol à la recherche des restes de leurs proches assassinés par le régime de Pinochet. Le coup d'État du 11 septembre 1973 a tout laissé ouvert. Il laisse ouverte, béante, la destruction. Et ne se laisse circonscrire ni par un lieu, ni par une date. Et même si cette date prétend être un nom propre, ce n'est pas seulement le 11 septembre, c'est depuis le 11 septembre. C'est interminablement pour les Chiliens depuis le 11 septembre.